Salut à tutti, nouveau numéro d'Intanto Cultura ce soir consacré à la gestion du patrimoine. Églises, chapelles, maisons fortifiées, parfois tours sur le littoral de notre île. À ce jour en Corse, près de 340 édifices sont protégés en tant que monuments historiques, et sans compter une multitude d'édifices dits secondaires, mais qui méritent véritablement d'être préservés. Autant de témoignages de la tumultueuse histoire de Corse, des témoins du temps qui en subissent forcément les affres, et qu'il faut donc entretenir et parfois même sauver de la ruine définitive. Depuis près de 20 ans, la collectivité de Corse a cette responsabilité de financer la rénovation du patrimoine et puis sa mise en valeur, qu'il soit architectural ou mobilier. On s'intéresse justement ce soir aux grands axes de la politique de la CDC en la matière. Quels objectifs, quels moyens, quelles priorités se donne aujourd'hui la collectivité? On en discute avec notre invité, avec Antonia Lugiani. Buonasera. Vous êtes la conseillère exécutive en charge de la culture, du patrimoine, de l'éducation et puis de la formation. Le patrimoine en Corse, Antonia Lugiani, on peut le dire, c'est avant tout le patrimoine religieux qui représente à peu près 50% des édifices construits et qui concerne aussi de nombreux objets religieux. On dénombre aussi, on l'a dit, une architecture militaire très riche. Votre mission d'élu est-elle de transmettre, de penser ce patrimoine un petit peu comme, on va dire, un héritage qui doit se perpétuer auprès des jeunes générations? Est-ce que c'est une mission en quelque sorte morale qui est la vôtre? Alors, effectivement, vous l'avez rappelé, ça fait 20 ans que la collectivité de Corse a des compétences spécifiques en matière culturelle et patrimoniale, et que donc un certain nombre de politiques publiques ont été développées. Et nous avons à cœur, dans cette mandature comme les précédentes, eh bien, de faire en sorte que ce patrimoine soit non seulement, vous l'avez dit, protégé, restauré, mais également mis en valeur pour tous les Corses, pour qu'ils puissent s'approprier leur patrimoine, leur histoire, leur culture, y compris sous une acception un peu plus large, linguistique, du lien au territoire, du lien à notre environnement. Et ça passe évidemment à la fois par, je dirais, une attention particulière sur les scolaires et les plus jeunes, mais également sur un volet touristique, puisqu'on sait aujourd'hui que ça fait débat. Et donc, on considère aussi, dans notre politique de valorisation plus générale du territoire, eh bien qu'aujourd'hui, le patrimoine a une place très importante à jouer. Et c'est une place qu'on retrouve dans une feuille de route qu'a votée l'Assemblée de Corse en 2018. Votre mandat de conseiller exécutif a débuté en 2021. Vous poursuivez donc une dynamique qui est chère aux nationalistes. Quelle en est la philosophie aujourd'hui, cette dynamique ? Alors, la philosophie globale, effectivement, c'est d'abord de pouvoir assurer la restauration, la conservation. Vous l'avez dit, de 345 monuments qui sont soit classés, soit inscrits, donc au titre des monuments historiques, mais également une action forte sur ce qu'on va dire le patrimoine non protégé, le petit patrimoine ou le patrimoine rural, mais qui constitue pour nous un axe majeur de notre politique de valorisation patrimoniale, parce qu'on sait aussi ça fait partie de l'histoire de la Corse, et donc une grande partie de nos financements sont consacrés à ce patrimoine-là. Enfin, il y a tout ce qui concerne la partie archéologique et évidemment notre politique muséographique avec un certain nombre de musées et puis des grands projets. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais des programmes phares, je dirais Cittadella Bintun, qui concerne la citadelle de Corti, la rénovation complète. Vous avez également la cathédrale d'Ajaccio dont la collectivité de Corse est propriétaire, donc qui est un chantier majeur pour nous. Bunivadio, Aler, il n'y a pas seulement le musée, je dirais, mais également, tous les alentours, l'amphithéâtre, la maison Rossi qu'on souhaite développer. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de chantiers, les tours littorales. En fait, on a essayé de lancer des programmes. On les a continués. Un, par exemple, qui est emblématique, les chapelles à fresques, par exemple, les édifices à fresques, qui avaient été lancés sous, je dirais, l'époque de Simone Guerini, donc entre 2005 et 2007. Et effectivement, aujourd'hui, ce sont 15 édifices qui ont été complètement rénovés. Et aujourd'hui, on en est finalement à leur mise en valeur et à leur mise en tourisme. Et donc, c'est aussi l'achèvement d'une strade, finalement, autour des édifices à fresques, puisqu'on a aussi inauguré la semaine dernière la Strada Pauline. Donc pour nous aussi, au couvent d'Oretz, avec un certain nombre de points historiques qui sont, on va dire, des moments fondateurs de la Corse du XVIIIe siècle et de Pasquale Paoli, évidemment, et qui permettent donc aux Corses de récupérer à travers ces itinéraires, qui sont des itinéraires qui peuvent être des itinéraires touristiques, mais qui sont avant tout des itinéraires qui
qui permettent de se réapproprier la culture, le patrimoine et surtout d'aller vers des territoires qui sont peut-être plus reculés dans l'intérieur. En Castagniccia par exemple. Mais, et je dirais qu'ils donnent aussi à ces communes-là, qui parfois ont le sentiment forcément d'une désertification, d'une difficulté à trouver une dynamique. Eh bien, on pense aussi qu'à travers la dynamique patrimoniale, eh bien, on a aussi une reconquête vers l'intérieur à opérer. On verra tout de suite ces chapelles à fresques. Avant cela, vous avez évoqué évidemment le nerf de la guerre, le cofinancement que vous assurez des projets de rénovation patrimoniale, aux côtés souvent de l'État, parfois de l'Europe. On va voir que ça représente un budget important pour la collectivité de Corse. Avec ces chiffres, dans l'exercice budgétaire en cours, près de 4 millions d'euros sont consacrés au patrimoine architectural bâti. Et 400 000 euros sont prévus pour le patrimoine mobilier, les objets. On va parler de la progression. Et puis, est-ce que ces chiffres sont ceux, finalement, qui montrent la dynamique que vous souhaitez instaurer ? Alors effectivement, notre budget oscille entre 4 et 6 millions d'euros selon les années, puisqu'effectivement, il y a des fois des grosses opérations qui sortent, des années où effectivement on essaye d'échelonner, donc les crédits de paiement sont un petit peu étalés, donc c'est pour cette raison pour laquelle il peut y avoir des différences selon les années, mais globalement, on tourne toujours autour de entre 4 et 6 millions pour l'investissement vraiment, c'est-à-dire pour l'aide aux communes, la restauration des bâtiments, y compris le petit patrimoine. Et vous avez à côté tout ce qui concerne le fonctionnement. Donc le fonctionnement, on vient en aide aux musées de Bastia et Ajaccio. On vient également en aide à toutes les structures dont la collectivité, je dirais, est propriétaire, c'est-à-dire tous nos réseaux de musées, nos sites archéologiques, etc. Et donc là, on arrive plutôt autour de 4 millions d'euros aussi en fonctionnement. Donc ça fait quand même des volumes qui sont importants, alors qui ne permettent pas de répondre à la totalité des sollicitations que nous recevons, mais qui est quand même un engagement conséquent de notre part. Quand on connaît le coût des travaux sur les bâtiments anciens, c'est souvent très technique, très coûteux. Et bien, on imagine les difficultés, notamment des petites communes avec des budgets restreints. C'est une politique qui répond quand même à ce souci des budgets qui ne peuvent pas forcément aller vers des projets de rénovation. Vous êtes aux côtés des communes aujourd'hui. Alors tout à fait, et c'est aussi la raison pour laquelle on aide davantage des communes, des petites communes qui sont dans l'intérieur, que, on va dire, des communes... on va dire des grosses communes, agglomérations, etc. On a justement l'exemple d'Ajaccio et Bastia. Avec ce chiffre, vous aidez les projets sur Ajaccio et Bastia au maximum à hauteur de 50%. Dans le rural, vous avez fait un choix différent, c'est 80%. Exactement, voilà, on va jusqu'à 80%, sachant qu'il peut également y avoir le comité de massif qui vient en complément. Et parfois, on arrive à des opérations qui ne coûtent rien. Hein. Il faut quand même avoir conscience que même quand les projets sont financés à 80%, c'est parfois compliqué. C'est aussi pour cette raison-là qu'on avait créé le fonds PAES qui permettait justement aux communes de pouvoir avoir un fonds comblant les 20% pour pouvoir assurer des opérations. C'est aussi la raison pour laquelle on lisse parfois les opérations sur plusieurs années pour permettre aux communes de savoir que quand les travaux vont être opérés sur 3-4 exercices, ça leur permet aussi de lisser les dépenses. Donc on a bien conscience de ça et on fait en sorte d'accompagner toujours au taux au maximum, surtout pour les petites communes. Alors, vous apportez un appui financier et aussi technique grâce à vos services qui aident à élaborer ces dossiers qui sont parfois complexes. On va prendre justement l'exemple de Serra di Viumorbo. Vous accompagnez, la CDC accompagne la rénovation de l'église San Lorenzo. Et puis l'Office de l'environnement aide financièrement la rénovation d'une fontaine ancestrale en pierre de taille. Sans la CDC, on peut le dire, la commune aurait bien du mal à envisager ces chantiers pour espérer sauvegarder ce que l'on appelle le petit patrimoine. Regardez. Ce matin-là, visite de chantier pour les élus de la commune de Serra di Viumorbo. Cette fontaine a donné son nom à ce hameau, l'Acqua Gidosa. Elle a longtemps été le point de rencontre de ses habitants et l'emblème de ce lieu, sa restauration est primordiale. On va dire qu'au tempo Giro è pas fa la dritta e 32 000 euros de travaux pour venir à bout du béton et reconstruire l'édifice en pierre. Pour la commune, c'est un investissement important qui doit être réfléchi. Aujourd'hui, les petites communes du rural, sans financement, on ne pourrait pas faire. Ou alors on pourrait faire un projet et puis plus rien pendant 4 ans.
Là, ici, en l'occurrence, c'est l'Office d'environnement, un financement à 80%, parce qu'on est sur le Marama, un travail tout en pierre. Voilà, il y a des critères bien définis. Et sans ces financements, on ne pourrait pas. Cette entreprise est de plus en plus sollicitée par les communes pour la restauration du patrimoine. Il y a aujourd'hui un réel engouement pour un retour à la pierre. La Corse, c'est la pierre. La pierre, c'est notre patrimoine. Donc c'est bien d'avoir des projets comme ça. C'est intéressant, très intéressant. C'est très long à faire. À part 2 engins modernes que vous avez derrière, on en est toujours de la même façon. Il faut tailler la pierre, il faut lui donner sa forme. Sur la commune de Serres, d'autres projets sont en cours. La façade de la chapelle Santa Maria devrait être restaurée. Le dossier de financement est déjà bien avancé, mais le projet le plus important reste celui de l'église principale de la commune. Surplombant le village d'Ornazu, San Lorenzo devrait retrouver une nouvelle jeunesse dans quelques mois. Et ça s'enlève, voilà. A Gracci, ça s'enlève, mais partez toutes. Regarde, sotto. Fini l'ancien crépi béton, à l'extérieur comme à l'intérieur, plus de 120 000 € vont être investis. Pour le maire, sauvegarder le patrimoine ne veut pas dire abandonner les autres projets de la commune. Si on laisse partir tout ça, un jour, nos descendants ils vont nous maudire de ne pas avoir fait l'effort. C'est sûr que c'est un effort financier, c'est un effort humain, c'est un effort de tous les jours. Mais si on ne le fait pas aujourd'hui, on nous maudira de ne pas l'avoir fait. Et je pense que c'est important par rapport à ce que l'on est. Et si on est comme on est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des anciens qui nous ont laissé ça. Pour les communes, la restauration du patrimoine est un combat. Les coûts sont importants, les édifices nombreux, mais pour beaucoup d'entre elles, sauver ces vieilles pierres, c'est aussi sauver une part de la vie du rural. Signé François-Albert Bernardi et Christian Giuliano, on voit aussi que ce qu'on appelle finalement assez injustement le petit patrimoine, c'est souvent l'âme d'un lieu, l'âme de toute une communauté qu'on est en train de défendre et essayer de sauver finalement des affres du temps. Tout à fait, et puis ce qu'on voit aussi dans le reportage et qui est intéressant, c'est que nous ne sommes pas, à la direction du patrimoine, les seuls financeurs et les seuls accompagnateurs ou accompagnants de la dynamique de restauration. On a vu des financements de l'Office de l'environnement, qui effectivement a un budget aussi autour de 2,5 millions d'euros qui permettent donc de faire des sentiers du patrimoine, de restaurer tout ce qui est, on va dire, petit patrimoine, donc fontaines, etc. Voilà, agro-pastoral. Vous avez également les dynamiques territoriales qui peuvent venir aider. Vous avez encore les fonds européens, notamment via l'ATC, si on vient justifier également d'un parcours touristique. Donc ce qui fait que tout, je dirais, cette dynamique permet d'arriver à près de 10 millions d'euros en incluant également le mécénat. Et aujourd'hui, on a lancé une démarche, donc à travers le label Patrimoine Corse, pour faire en sorte que, on va dire par piève ou par intercommunalité, puisque on va dire c'est l'échelon administratif, eh bien il puisse y avoir une visibilité aussi sur la manière dont on a envie de faire vivre et de créer une dynamique patrimoniale vraiment par région, par territoire, et finalement aussi permettre à tous les financeurs d'avoir une vision commune, même si on essaye de le faire, mais je pense qu'il y a des voies d'amélioration. C'est un label qu'on voit se préparer pour l'année qui vient, pour les mois prochains. Alors c'est un label qu'on va lancer probablement dans l'année à venir, qu'on entérinera, je dirais, en le présentant un rapport à l'Assemblée de Corse et ensuite en le déclinant, je dirais, par territoire. Et effectivement, on aimerait labelliser des dynamiques. C'est pas une labellisation, je dirais, de bâti ou de monument. C'est vraiment la dynamique qui permet d'avoir une meilleure visibilité aussi sur qu'est-ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on crée par exemple une Strada Paolina ou un circuit autour des chapelles à fresques, on sait comment on a envie, quelle couleur, quelle tonalité on a envie de faire ressortir sur un territoire. Et donc c'est aussi accompagner à ça, plutôt que d'aller vers des demandes qui sont ponctuelles, qui sont nécessaires. Mais c'est aussi cela, accompagner, je dirais, une dynamique patrimoniale. Et donc ça, on espère le développer plus avant dans les mois à venir. Ouais. L'an passé, on le disait, à Castello di Rustin, le public a pu redécouvrir la chapelle San Tommaso entièrement rénovée. Ces fresques polychromes sont exceptionnelles. Cérémonie qui vient clore
un cycle de rénovation de 15 chapelles à fresques en Haute-Corse. Cycle débuté, on l'a dit, en 2007. Eh bien, 270 000 € ont été nécessaires pour rénover cette magnifique chapelle. 63% apportés par l'État, 32% par la collectivité de Corse, 5% pour la mairie de Castello di Rossine. On voit que les proportions, effectivement, profitent véritablement au budget des communes. Et puis, il y a des sites dont la valeur patrimoniale dépasse largement le cadre communal. C'est le cas de la Haute-Ville de Bonifacio. On va voir des images de ce trésor pour les habitants de Bonifacio, contraints de partager aussi, avec beaucoup de monde, car c'est le site touristique le plus visité chaque année en Corse. Les remparts sont entrés en rénovation en janvier dernier. Il s'agit du chantier patrimonial le plus ambitieux de Corse. 10 ans de travaux sont prévus, 2 km d'étendue de remparts et puis 15 millions d'euros au total. Antonia Lugiani, quand on redonne son lustre à un bâti tel que celui des remparts de Bonifacio, on met en valeur Bonifacio, mais aussi la Corse entière finalement. Mais complètement, c'est ce que je vous disais en début de cette émission, c'est-à-dire qu'on a des sites emblématiques et que c'est le patrimoine des Corses et de la Corse. Donc effectivement, un site comme Bonifacio, c'est un site majeur. Donc évidemment, il y a un accompagnement de la ville, mais il y a surtout un accompagnement à faire en sorte que ce site-là puisse être mis en valeur pour tout le monde. Et effectivement, c'est un site qui est particulier, d'abord parce que, effectivement, vous l'avez dit, il y a des grands chantiers en cours, ça a démarré déjà depuis plusieurs années, et surtout ce qui est intéressant, c'est que ça mêle, je dirais, des usages différents, avec un patrimoine qui est extrêmement lié à la manière dont on s'approprie aussi l'espace public. On a soutenu l'an dernier une initiative formidable qui était la première biennale d'art contemporain de Renava, qui a eu un succès fou et qui a permis aussi d'utiliser, de commencer à réutiliser ce patrimoine qui n'est pas totalement réhabilité et restauré, puisqu'on a encore notamment les casernes, etc. Donc on a encore des travaux et des grands chantiers qui nous attendent, mais c'est aussi comment on essaye de créer une dynamique et de relancer tout un circuit de réflexion vraiment autour d'un site qui pour nous est un site majeur. En y mettant, pourquoi pas, vous le disiez, la création contemporaine aussi au sein de ce site. Et puis vous en parlez dans cette ville citadelle de Bonifacio, dans le quartier dit Pisan, beaucoup d'édifices de toutes les époques ont été rénovés, mis à part peut-être l'imposante caserne Montlaur, d'immenses bâtiments dont la CDC est propriétaire, et elle n'en finit plus de décrépir finalement. Elle est en face de la mer et subit les embruns marins depuis des dizaines d'années, et ce malgré les demandes répétées depuis des années, là aussi, de la municipalité qui voudrait enfin que soient rénovés et réaffecter ces immenses bâtiments, peut-être avec une co-gestion avec la collectivité de Corse. Pourquoi un tel dialogue de sourds finalement sur le sujet de Montlaur? Pourquoi pas d'avancer sur ce site symbolique, emblématique de Bonifacio? Alors, dialogue de sourds, je ne crois pas du tout. Nous avons des relations tout à fait cordiales, je dirais, avec le maire et les élus de Bonifacio. Je m'y suis d'ailleurs rendue à plusieurs reprises. Nous avons aujourd'hui donc acté un certain nombre de travaux, de phasage, effectivement, la caserne étant la partie, je dirais, la plus lourde et la plus complexe à mettre en œuvre. Est-ce que c'est justement la contrainte technique, financière je crois que c'est effectivement qui impose une réflexion aussi longue? Effectivement, je crois qu'il y a d'abord le fait du fait que ce soit vraiment, je veux dire, au niveau financier et puis au niveau des mètres carrés, etc. C'est quand même une bâtisse qui est énorme. Donc ça veut dire que forcément les investissements à faire seront colossaux. Aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a les remparts, il y a d'autres chantiers en cours, mais pour autant, ça reste une priorité pour nous. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'on a, au niveau de la philosophie, on a avancé, je dirais, autour de thématiques telles que la culture, le patrimoine, quelque chose axé autour de la Méditerranée, de la culture scientifique. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on aura besoin de travailler dans les années à venir. On a des chantiers sur lesquels on travaille de manière à peu près équivalente. Je vous le disais, Cittadella Bintoun. Alors dites-nous donc un mot, c'est un grand chantier. C'est un grand chantier également. Bintoun, projet là aussi emblématique pour tout le centre corse finalement. Exactement. En quelques mots, Antonia Lugiani, si vous voulez bien. En quelques mots, alors oui. Si vous voulez, Cittadella Bintoun, c'est un projet qui inclut évidemment le musée, mais également la caserne Padoue, qui aujourd'hui effectivement est fermée et donc n'a pas d'usage. Et donc la question, c'est comment on réinterroge l'usage, je dirais, des différents acteurs qui sont présents, mais aussi qui auront vocation à s'installer dans la caserne. On a également le couvent Saint-François à Bastia, sur lequel il faudra trouver des vocations. Donc si vous voulez, on a
beaucoup de chantiers à peu près similaires et pour lesquels il va nous falloir encore beaucoup de travail. Et d'autres émissions, évidemment, Antonia Lugiani, merci beaucoup. Subito ritroveremo a vostro cosi gazera, capitana do stagiaire da André Marcagna. Ringrazia e buonasera a tutti. Buonasera.